Ceci est la deuxième partie de la vidéo Phèdre est-elle coupable? Si vous n'avez pas encore visionné la première partie, où j'explique le mythe de manière plus exhaustive, je vous invite à le faire. Alors pour ne pas vous perdre, voici un petit récapitulatif. Donc nous avons Minos, roi de Crète et fils d'Europe et de Zeus, marié à Pasiphaë, fille de Persée et d'Hélios. De son côté, Pasiphaë est tombée amoureuse d'un taureau par la vengeance de Poséidon et en eut un minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Et de son mariage avec Minos, elle eut des filles et des fils, dont Phèdre et Ariane. Phèdre épousa Thésée, qui avait de son amante Antiope, la reine des Amazones, un fils Hippolyte. Et Phèdre, sous la malédiction d'Aphrodite, tomba alors sous le sort d'un amour incestuel envers son beau-fils. Alors j'aimerais ouvrir le débat par une citation de Jean Racine qui déclare dans sa préface que Phèdre n'est ni tout à fait coupable ni tout à fait innocente. En effet, bien que l'histoire de Phèdre soit reprise d'Euripide, Jean Racine n'a pas manqué de suivre une route un peu différente de celui de cet auteur pour la conduite de l'action. La Phèdre racinienne est engagée par sa destinée et par la colère des dieux dans une passion illégitime dont elle a horreur toute la première. Ô haine de Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère. Alors dans ces deux vers est soulevée la question de l'hérédité. En fait, Phèdre, tout comme sa mère d'ailleurs, qui est connue pour son amour animal infligé par Poséidon, est une amoureuse maudite. Et par ailleurs, c'est Vénus, la déesse romaine de l'amour, qu'elle convoque et identifie comme responsable de ses élans incontrôlés. D'ailleurs, la façon dont elle y fait mention souligne justement la violence des émotions qui l'accablent. Son amour illicite est représenté plutôt comme un mal, une douleur, une maladie qui la consume. N'allons point plus avant, demeurons, chère Hénone. Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. D'ailleurs, elle en va même, malgré elle, de se résigner à sa fatalité. Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. À supposer que l'on juge objectivement Phèdre, son innocence éclate très vite, puisque juridiquement et moralement parlant, il n'y a faute que s'il y a liberté d'action, ou du moins absence de fortes contraintes. Or ici, la vengeance de Vénus se confond avec la fatalité, et donc met la reine dans l'impossibilité d'agir autrement qu'elle ne le fait. Ces actions ne sont clairement pas préméditées puisqu'une mortelle ne peut pas se soustraire aux forces divines et donc Phèdre n'est pas plus responsable de la haine de Vénus que l'on est de son apparence physique ou des maladies qui nous touchent. Sans compter que Jean Racine souligne qu'elle fait tous ses efforts pour la surmonter, elle aime mieux se laisser mourir que de la déclarer à personne. D'ailleurs, sa nourrice en fait preuve dans la deuxième scène du premier acte. La reine touche presque à son terme fatal. En vain, à l'observer, jour et nuit, je m'attache. Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. Et quand elle pousse la reine à l'aveu, Phèdre annonce Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Et lorsqu'elle est forcée de la découvrir, ne pouvant supporter les plaintes et les larmes de sa nourrice qui la supplie de parler, Cruelle. Quand, ma foi, vous a-t-elle déçue? Songez-vous qu'en naissant, mes bras vous ont reçu? Mon pays, mes enfants. Pour vous, j'ai tout quitté. Réserviez-vous ce prix à ma fidélité? Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute. elle en parle avec une confusion qui fait bien voir que son crime est plutôt une punition des dieux qu'un mouvement de sa volonté. Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble. Je frissonne. Elle n'ose même pas prononcer l'objet de son désir incestuel, c'est pour elle une source de honte, une source de malheur, qui la pousse même à vouloir se donner la mort. Soleil,
Je te viens voir pour la dernière fois. Or, ses efforts à apaiser ses tourments et ensevelir ses passions ne s'arrêtent pas là. D'un côté, elle tente à amadouer les forces divines de Vénus, Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. et d'un autre, elle affecte les chagrins d'une injuste marâtre envers Hippolyte au prix d'un injuste exil de ce dernier, s'offrant ainsi une sorte de paix temporaire. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais. Hénon. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Est-ce donc sa faute si par une tragique ironie du sort, Thésée ramène Phèdre à Trézène et lui fait revoir l'ennemi qu'elle avait éloigné? Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive, aussitôt a saigné, ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus, tout entière, à sa proie, attachée. D'ailleurs, même quand elle se décide à aborder Hippolyte, ce n'est jamais dans l'intention de l'entretenir de sa passion, mais plutôt pour défendre les droits politiques de son fils Acamas. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils, expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père. Et le jour n'est pas loin qui, de ma mort encore, doit le rendre témoin. Déjà, 1000 ennemis attaquent son enfance. Vous seuls pouvez contre eux embrasser sa défense. Pourtant, l'aveu qu'elle fera viendra de son égarement, du trouble qu'elle ne pourra surmonter. Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur, trop plein de ce qu'il aime. Hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Il est aussi important de noter qu'au temps de sa déclaration, Phèdre a tous les droits de se croire veuve, puisque cette supposée disparition de Thésée rend possible, presque attendu et naturel, tout lien d'alliance entre elle et Hippolyte. Et donc la passion de Phèdre pour Hippolyte ne choque pas vraiment les convenances. Ce nouveau malheur vous prescrit d'autres lois. Votre fortune change et prend une autre face. Le roi n'est plus. Madame, il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez. Esclave s'il vous perd et roi si vous vivez. Vous n'avez plus de reproches à vous faire. Votre flamme devient une flamme ordinaire. Thésée, en expirant, vient de rompre les nœuds qui faisaient tout le crime et l'horreur de vos feux. Hippolyte, pour vous, devient moins redoutable, et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable. Jean Racine ajoute avoir même pris le soin de la rendre un peu moins odieuse qu'elle ne l'est dans les tragédies des anciens. Puisqu'en effet, Phèdre n'accuse pas Hippolyte d'elle-même, l'auteur juge plus convenable de réserver cette sorte de bassesse à sa nourrice Œnone, mais il précise que Phèdre n'y donne des mains que parce qu'il est dans une agitation d'esprit qui la met hors d'elle-même. Et donc ça renforce vraiment l'idée que Phèdre est constamment en proie à des sentiments contradictoires qui la torturent et la poussent à agir à l'encontre de ses devoirs moraux et de sa conscience. Il est important de préciser que Jean Racine ajoute « Elle vient un moment après dans le dessein de justifier l'innocence et de déclarer la vérité. » Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence. Il faut à votre fils rendre son innocence. Il n'était point coupable. Ah, père infortuné. Et c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Cruel, pensez-vous être assez excusé? Or, Phèdre se juge subjectivement coupable. Elle ne cesse elle-même de le proclamer.
Dès sa première apparition sur scène, elle s'accuse de trop prolonger la coupable durée de son existence. Elle conçoit sa passion comme un crime pour lequel elle ressent une juste terreur. J'en ai trop prolongé la coupable durée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire du crime affreux dont la honte me suit. Jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. Jusqu'au dernier soupir de malheur poursuivi, je rends dans les tourments une pénible vie. La honte l'habite donc en permanence, elle supplie même Hippolyte de la tuer. Après le retour de Thésée et la calomnie de None, ce sentiment de culpabilité chez Phèdre s'accroît encore. Elle n'a point de mots assez durs ni assez violents pour se condamner. C'est ce sentiment d'ailleurs, autant que le remords d'avoir provoqué la mort d'Hippolyte, qui va la conduire à se suicider. Je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui cruelle. Je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Venge-toi. Punis-moi d'un odieux amour, digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point échapper. Voilà mon cœur. C'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'expier son offense, au devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe. Ou, si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Mes crimes désormais ont comblé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Mes homicides mains promptes à me venger, dans le sang innocent brûle de se plonger. Misérable. Et je vis. Sous la lumière de la vision racinienne, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Ce qui revient aussi à admettre qu'elle n'est pas sans responsabilité dans le drame, puisqu'en apprenant l'amour que porte Hippolyte pour Aricie, elle renonce et refuse de défendre celui qui ose la dédaigner pour une autre. Devant ses yeux cruels, une autre a trouvé grâce. Peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir? Je suis le seul objet qu'il ne saurait souffrir, et je me chargerai du soin de le défendre. Mais à ce moment, Racine souhaitait se rapprocher de ses anciens maîtres jansénistes et avait alors besoin de faire une déclaration quelque peu moralisante. C'est ainsi que dans toutes ses pièces, à l'exception d'Alexandre, l'amour tombe sous le coup d'une interdiction. Alors voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner pour plus de contenus similaires et sur ce, je vous dis à la prochaine.